Bonjour, mon nom est Isabelle Florentin, je suis infirmière clinicienne et je vous souhaite la bienvenue à la rencontre prénatale Grossesse en santé. Donc, bienvenue à votre première rencontre prénatale. Je vais vous présenter un petit peu le déroulement de la présentation. Nous allons commencer par parler du lien d'attachement qui va commencer à se développer durant la grossesse. On va aussi aborder les saines habitudes de vie à avoir pendant la grossesse. On va discuter de la vaccination de la femme enceinte, de l'allaitement maternel, des malaises normaux dans la grossesse, des signaux d'alarme quand les consulter, et nous allons finalement terminer par les ressources disponibles dans les Laurentides. Pour grandir, un enfant doit développer un lien de confiance envers une ou plusieurs personnes qui sont sensibles à ses besoins et qui les rassurent quand il a peur. Ce lien-là est nommé le lien d'attachement. Ça se crée par l'entremise des soins quotidiens, de l'affection, de l'attention et du temps que vous lui donnez. Ce lien-là commence à se développer dès la grossesse. Donc, ça va se développer au quotidien. Ça va se créer dès la grossesse, puis augmenter en intensité au fil du temps. Puis ça va aussi varier en intensité selon chaque personne. La mère, le deuxième parent, puis l'entourage vont tous avoir des liens d'attachement différents envers le même bébé, puis ça, c'est normal. Le fait de sentir bébé bouger peut favoriser la création du lien d'attachement. C'est important aussi d'encourager le coparent ou le père à participer au lien d'attachement dès le début de la grossesse. C'est souvent plus abstrait pour eux parce que c'est pas eux qui portent l'enfant. On vous encourage, si jamais vous êtes intéressé à en apprendre plus sur le lien d'attachement, d'aller sur le portail périnatal de l'INSPQ. Donc, pour développer un lien d'attachement pendant la grossesse, on vous encourage à parler à bébé, de vraiment parler avec lui. Vous pouvez l'appeler par son prénom si vous lui avez trouvé un prénom. De commencer à préparer sa chambre, ça l'aide à concrétiser les choses. Il y a certaines personnes qui aiment créer un album prénatal ou tenir un journal de bord de grossesse, parler un petit peu de comment ils se sentent à chaque grosse étape de la grossesse. C'est possible de lui faire jouer de la musique que vous aimez ou la musique que vous comptez lui jouer quand il va être né. Puis de faire des caresses douces au ventre de maman, de la part de la maman et aussi de la part du partenaire. Le contact peau à peau, ça, en fait, ça se fait dès la naissance, mais on commence à vous en parler pendant la grossesse parce que c'est super important. En fait, là, idéalement, le peau à peau, ça se fait directement suite à l'accouchement pendant 2 heures avec la mère, même si celle-ci elle a eu une césarienne, tout dépendant de l'état de la mère et du bébé, bien évidemment. Si la mère est non disponible, par exemple, le pot à pot va se faire avec la personne significative. Par la suite, on encourage à continuer le pot à pot à domicile et ce, à volonté. Parce qu'il y a énormément d'avantages pour le bébé, pour la maman et pour la personne significative. Pour le bébé, en fait, ça va permettre une transition plus douce avec le monde extérieur de l'utérus. Il faut s'imaginer que le bébé vient de passer 9 mois au chaud dans l'utérus. Donc, l'arrivée dans le monde extérieur, c'est tout qu'un choc. En faisant le pot à pot, il va retrouver le contact rassurant de sa mère. Ça va aussi diminuer le stress, les pleurs. Donc, ça va favoriser le calme, le sommeil. C'est bien à retenir parce que parfois, au retour à la maison, il y a un stress, là, bébé s'endort pas, qu'est-ce que je fais? De faire du pot à pot, ça l'aide beaucoup. Puis quand on dit pot à pot, c'est vraiment peau contre peau. Bébé en couche, maman ou papa en chest, pas de couche de vêtements qui vous séparent. Ça va permettre de s'ajuster aussi à la température ambiante pour bébé parce qu'ils ont plus de difficultés à garder leur chaleur. Ce qui est super aussi, c'est que ça va même aider à stabiliser ses signes vitaux, son taux de sucre, sa respiration, son rythme cardiaque et ça va assurer une meilleure oxygénation aussi. Ça va augmenter les chances de succès de l'allaitement. Ça va réduire la perte de poids initiale au début de la période postnatale, réduire la douleur lors d'interventions douloureuses comme les injections intramusculaires et ça permet aussi de coloniser la microbiote du bébé par la flore maternelle. Pour la maman, en fait, ça va réduire les risques d'hémorragie postpartum. Ça va atténuer le stress de l'accouchement vaginal ou de la césarienne. Ça va favoriser la production de lait maternel, donc faciliter l'allaitement. Ça va diminuer les symptômes dépressifs et favoriser l'attachement mère-enfant. Ça, c'est parce que quand on fait du pot à pot, on sécrète une hormone qui s'appelle l'oxytocine, une hormone de bonheur, mais aussi une hormone qui aide notre utérus à se contracter, puis qui nous aide aussi à avoir une montée de lait. Pour la personne significative, ça va lui permettre de découvrir son bébé, l'aider à s'adapter, à découvrir son nouvel environnement. Ça va développer la sensibilité parentale et ça va favoriser le lien d'attachement avec l'enfant.
Le rôle d'un nouveau parent peut être perçu comme un grand défi. Ce qui est important de garder en tête, en fait, c'est que tout le monde a des approches et des attitudes différentes. Puis c'est normal. C'est souvent très intuitif de devenir parent. Il y a différents modèles, mais ils sont tous importants. C'est beaucoup d'implication et de responsabilité au quotidien, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est de se faire confiance à nous-mêmes et de faire confiance à notre bébé qui va nous le communiquer si jamais il y a des besoins. On va maintenant discuter des saines habitudes de vie pendant la grossesse. Tout d'abord, on va parler de repos et de sommeil. C'est normal que la fatigue soit augmentée au premier et au troisième trimestre. Dans ce temps-là, on conseille de prévoir des siestes au besoin, de prévoir des nuits plus longues pour récupérer le plus possible. Au niveau des relations sexuelles, oups, excusez, on a passé trop vite à la prochaine diapositive. Au niveau des relations sexuelles, c'est possible de poursuivre les activités sexuelles, ça en respectant vos besoins et vos malaises. C'est normal que le désir sexuel varie pendant la grossesse à cause des changements hormonaux. Si jamais il y a des contre-indications selon votre situation, inquiétez-vous pas, votre médecin va vous en informer. Ce qui est important de retenir, c'est que si vous avez des relations à risque, c'est doublement important de se protéger pour éviter une infection transmise sexuellement. Parce que c'est dangereux pour la grossesse. Ça augmente le risque de fausse couche, le risque d'accouchement prématuré, le risque d'infection intra-utérine, de retard de croissance et d'infections graves chez le bébé. Pour ce qui est de la santé dentaire, les changements hormonaux, ils fragilisent la santé bucco-dentaire, puis ça augmente le risque de gingivite et ce, dès le deuxième mois de grossesse. On vous recommande de visiter le dentiste pour un petit rendez-vous de routine pendant la grossesse, de brosser vos dents minimum 2 fois par jour, puis de passer la soie dentaire 1 fois par jour. C'est normal, par exemple, que les gencives saignent plus qu'avant lorsque vous passez la soie dentaire. À titre informatif, il y a des conséquences des maladies des gencives sur la grossesse. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, étant donné que des infections au niveau des gencives pourraient augmenter le risque de naissance prématurée et de bébés de petits poids. Pour ce qui est des soins personnels, c'est important de porter de la crème solaire d'un FPS d'au moins 30 parce qu'il y a un risque d'hyperpigmentation lors de la grossesse, puis même d'un masque de grossesse. Donc, été comme hiver, dès que vous allez à l'extérieur, portez de la crème solaire d'un FPS de minimum 30. On conseille aussi d'éviter une situation où vous auriez une grande exposition aux moustiques ou aux tiques. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, c'est important de prendre des précautions avec du chasse-moustique qui contient du DEET, D-E-E-T. Donc, l'huile de citronnelle n'est pas recommandée. On conseille d'éviter le salon de bronzage, le sauna, le spa. Pour ce qui est de l'épilation laser, l'électrolyse, il n'y a pas d'études scientifiques, donc on conseille d'éviter au cas où. Pour les crèmes prescrites, en fait, on conseille d'éviter les crèmes prescrites sur ordonnance qui contiennent du rétinol ou les crèmes produits en vente libre qui contiennent des rétinoïdes. Ça va souvent être des crèmes anti-âge, des crèmes anti-acné. Elles sont photosensibilisantes, donc il y a un potentiel irritant, mais c'est aussi parce que l'acide rétinoïque, il serait tératogène, puis ça peut provoquer des malformations chez le fœtus. Pour ce qui est des produits et traitements pour les cheveux, c'est sans risque pour le fœtus. Au niveau des produits domestiques, les produits nettoyants pour l'usage domestique sont sans risque. Pour la peinture, en fait, la peinture au latex, elle est sécuritaire, donc il n'y a pas de problème. La maman peut participer à peinturer la chambre du bébé si elle veut. Par exemple, on conseille d'éviter la peinture à l'huile, le sablage et le décapage. Pour ce qui est des déplacements en voiture, en avion, c'est super important de porter sa ceinture de sécurité en tout temps, sous le ventre et entre les clavicules. Même si c'est inconfortable, on ne veut pas mettre la ceinture en arrière. Pour les voyages en avion, c'est bien important de consulter un professionnel de la santé avant de planifier un voyage. Si vous voyagez à l'étranger, c'est important de vérifier vos assurances, avoir votre dossier médical au besoin. Si vous faites des voyages en auto, c'est important de s'arrêter pour se mobiliser à chaque 1 ou 2 heures si le trajet est long pour augmenter la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs des jambes. Pour ce qui est des produits naturels, des huiles essentielles, on vous conseille de toujours consulter un professionnel avant d'en utiliser. C'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est automatiquement sécuritaire. Donc, bien important de vérifier qu'il ne pourrait pas avoir d'effets néfastes. Pour ce qui est de l'alimentation, il y a des nouvelles lignes directrices en matière d'alimentation chez Santé Canada depuis 2022. Donc, si vous voulez plus de détails suite à la présentation, vous pouvez consulter le site Internet du Guide alimentaire du Canada. Puis, il y a des lignes directrices par rapport aux considérations nutritionnelles pour la grossesse et l'allaitement. On y retrouve beaucoup d'informations.
Ce qui est important de retenir, c'est de varier son alimentation selon le Guide alimentaire canadien. Il y a des éléments essentiels qu'il faut absolument avoir dans notre diète, comme le calcium, la vitamine D. Calcium, on va retrouver ça dans du lait, du fromage blanc, yogourt, orange, épinards, fruits secs. Vitamine D, on va retrouver ça dans du saumon, du thon, des fromages à pâte dure, du beurre, du lait, du yogourt nature. On a aussi des besoins accrus en énergie lors de la grossesse et on a besoin de plus de nutriments pour soutenir l'augmentation en apport sanguin, la croissance des tissus maternels et le développement du fœtus. Donc, ça va être important de prioriser une consommation d'aliments avec une haute valeur nutritive pendant la grossesse. On vous conseille aussi de prendre une multivitamine quotidienne qui contient de l'acide folique et du fer pour aider à répondre aux besoins en nutriments. Il convient de consommer chaque jour une variété de sources alimentaires de fer parce que vous en avez besoin de plus, en plus de prendre les multivitamines qui contiennent du fer. Si vous êtes végétarien, vous aurez besoin de faire des vérifications dans votre alimentation, étant donné que la biodisponibilité est réduite en fer dans les aliments d'origine végétale. Les multivitamines peuvent également contenir de la vitamine D et constituer ainsi une source nutritionnelle quotidienne de vitamine D. Ça va être important d'ajouter des légumes verts foncés chaque jour et des légumes oranges plusieurs fois par semaine. Pour ce qui est des multivitamines, euh, comme on a dit précédemment, on veut qu'ils contiennent de l'acide folique, du fer. Ça va être aussi important d'augmenter sa consommation en oméga 3. Donc, vous pourriez manger 2 portions de poisson cuit par semaine, par exemple. Pour ce qui est du fer, on en a parlé beaucoup, mais on en retrouve dans les légumes verts, les légumineuses, les produits céréaliers, les viandes rouges, la volaille, poulet, poisson. On conseille d'éviter les œufs crus puis les aliments qui en contiennent. Certaines vinaigrettes, la mayonnaise, par exemple, contiennent des œufs crus. On conseille d'éviter les viandes sauvages, les charcuteries qui n'ont pas été séchées, des viandes préparées tranchées, des pâtés et des viandes à tartiner. Tous les aliments crus comme des sushis, tartares, ceviche, huîtres crues, ça, ce n'est pas conseillé non plus. On déconseille aussi les fromages à pâte molle ou les fromages bleus, feta, chèvre crémeux, même si c'est avec du lait pasteurisé parce qu'il y a des risques de listériose. On conseille d'éviter les germinations crues comme les luzernes, les fèves germées. Les jus de fruits qui n'ont pas été pasteurisés, le kombucha, parce que ça peut contenir un petit peu d'alcool. Et évidemment, on déconseille de consommer de l'alcool. C'est important de se référer au mieux vivre qui est mis à jour à chaque année puis qui contient des conseils par rapport à l'alimentation. C'est aussi super important de bien laver les fruits et les légumes. Même si c'est de la salade pré-coupée, pré-lavée, on vous conseille de la relaver parce que ça pourrait quand même contenir des bactéries parce qu'on ne sait pas avec quelle eau que ça a été lavé. Pour ce qui est de la caféine du thé, on conseille d'éviter la camomille. Les tisanes sont généralement inoffensives. Pelure d'orange, agrumes, gingembre, mélisse, églantille, etc. On conseille de limiter la consommation de café à 2 ou 3 tasses maximum par jour et, si possible, d'en consommer au moins 2 heures avant ou après le repas parce que le café va diminuer l'absorption de fer. Les boissons énergisantes sont totalement déconseillées. Maintenant, au niveau de la toxoplasmose, en fait, la toxoplasmose, c'est un parasite qu'on va retrouver au niveau des selles des chats. Donc, on conseille d'éviter de changer la litière si vous avez un minou à la maison ou le faire avec des gants si personne ne peut le faire à votre place. De porter aussi des gants lorsque vous jardinez parce que la toxoplasmose peut se retrouver dans la terre. S'il y a des rongeurs ou s'il y a des chats qui passent dans le voisinage, ils pourraient avoir de la toxoplasmose dans la terre. C'est aussi super important de bien nettoyer les aliments qui poussent dans la terre, même si c'est chez vous puis vous savez qu'il y a pas de pesticides, parce qu'on peut pas garantir qu'il y a pas de toxoplasmose. Pour ce qui est du tabac, en fait, les recommandations, c'est de ne pas fumer. Ça augmente le risque de mort subite du nourrisson, de retard de croissance, d'accouchement prématuré. C'est important de viser un arrêt en prénatal en début de grossesse, d'éviter l'exposition à la fumée secondaire. Par exemple, même si vous fumez, c'est quand même recommandé d'allaiter parce que les bénéfices du lait maternel dépassent les effets néfastes du tabac. Si vous n'êtes pas capable de complètement arrêter, peut-être viser de diminuer à la place. Pour ce qui est de la consommation d'alcool, c'est recommandé de ne pas prendre d'alcool du tout parce que la quantité nuisible pour le fœtus, elle n'est pas connue. Le placenta, il ne filtre pas l'alcool.
Donc, il y a un risque de syndrome d'alcoolisme fœtal, de fausse couche, d'accouchement prématuré ou de morti-naissance, peu importe la quantité d'alcool que vous consommez. Pour l'alcool, il y en a de plus en plus, il y a plus en plus de produits sur le marché qui sont dits comme sans alcool. Par exemple, il y a des produits, il y a des gins sans alcool, par exemple, qui peuvent contenir des produits naturels non recommandés. Par exemple, le gin Hickson, il est 0%, mais il contient des infusions de thé, du labrador, de camomille et de baie de genévrier. Puis ça, c'est déconseillé pendant la grossesse. Au niveau de la drogue, en fait, zéro consommation, c'est le message qui doit être mis de l'avant, qu'on prône bien évidemment. On veut éviter au maximum parce que ça peut amener des risques de symptômes de sevrage à la naissance, de retard de croissance, de malformation, etc. Au niveau du cannabis, ça peut nuire au développement du fœtus puis entraîner des problèmes pouvant se manifester pendant l'enfance et l'adolescence. Les effets sont encore peu connus, donc on conseille d'éviter. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin sur la consommation de drogue, de substances psychoactives, de cannabis, il y a de l'information sur le portail périnatal de l'INSPQ, sur le site du gouvernement du Québec, sur le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, sur le site du gouvernement du Canada, dans le dépliant Nos ressources aussi. Pour ce qui est de la médication, lorsque c'est prescrit, de toujours consulter un pharmacien ou un médecin pour valider si ça peut être poursuivi ou remplacé ou cessé puisque vous êtes enceinte. Pour les produits en vente libre, il faut consulter le pharmacien avant la prise de médicaments. Parce que, par exemple, le Advil, ce n'est pas recommandé pendant la grossesse. Maintenant, au niveau de l'activité physique, en fait, c'est important de demeurer actif le plus possible lors de la grossesse. On conseille de faire au moins 3 activités physiques par semaine. Ça va aider à vraiment procurer un bien-être et une meilleure récupération après l'accouchement. Ça va aider à diminuer le stress, ça donne plus d'énergie, une meilleure oxygénation au niveau du placenta. Ça l'aide à améliorer la posture, ça l'aide à améliorer le sommeil, ça diminue la sévérité des maux de dos. Puis il y a aussi moins de risque de diabète gestationnel, d'hypertension gestationnelle, puis de prééclampsie. Ça va aussi diminuer les interventions médicales à l'accouchement. C'est important de renforcer les muscles du plancher pelvien. C'est normal, par exemple, que la capacité physique elle diminue plus que la grossesse à l'avance. Donc, c'est important de suivre son rythme, sa tolérance, puis de vraiment s'écouter là-dedans. Il y a des sports qui sont plus adéquats que d'autres. C'est sûr qu'on va conseiller la marche rapide, la bicyclette, le vélo stationnaire, la natation, l'aquaforme, le ski de fond, raquette, yoga. Ça, c'est tous des sports qui n'ont pas un impact. C'est des sports qu'il n'y a pas de risque de chute élevé, il n'y a pas de risque d'impact. Vous comprendrez donc que les sports à éviter, ça va être tout ce qui inclut des sauts, comme le basketball, l'équitation, la gymnastique, le hockey. La plongée, c'est déconseillé. Ski alpin, soccer, vélo de montagne, c'est des sports un petit peu plus à risque, risque de chute, risque de contact. Donc, on veut éviter ça pendant la grossesse. Pour avoir plus d'infos, sur les exercices que vous pourriez faire, sur internet, vous pouvez trouver le guide nommé «Active pour la vie» de Kino Québec, qui est vraiment super détaillé puis intéressant. C'est facile à trouver en PDF si vous écrivez «Active pour la vie Kino Québec» sur Google. C'est important aussi de boire beaucoup d'eau avant et après vos activités sportives. La fin de grossesse peut limiter les activités de la mère à cause de la douleur, des inconforts, des mouvements limités. Fait que comme j'ai dit plus tôt, c'est important de se respecter, son rythme, puis accepter que c'est tout à fait normal. Au niveau des changements émotionnels, c'est normal de passer par toutes sortes d'émotions contradictoires pendant la grossesse. Ça se peut que vous ressentiez de la joie, de l'inquiétude, du déni, de l'excitation, puis même de la tristesse. Les variations d'humeur sont surtout notées dans les 3 premiers mois de la grossesse, mais ça peut aussi perdurer tout le long de la grossesse. Ça, c'est parce qu'il y a une grande quantité d'hormones qui peut influencer les humeurs et les émotions. Il y a certaines femmes qui n'aiment pas se regarder dans le miroir, puis qui n'aiment pas les remarques sur leur poids, qui n'aiment pas le fait que leur ventre grossit. Fait que c'est normal aussi de peut-être être plus mal à l'aise avec le fait d'être enceinte, mais c'est important de se respecter là-dedans. La grossesse, c'est une étape vraiment extraordinaire où le corps vit des adaptations et des changements importants sur une courte période de temps. Fait que
On peut avoir tendance à mettre l'accent sur l'apparence, puis de pas profiter de la grossesse, puis de pas réaliser ce que notre corps est en train d'accomplir, puis ça, c'est de créer une vie. L'arrivée du bébé peut engendrer beaucoup de stress. On peut s'inquiéter du déroulement de la grossesse, de la santé de notre bébé, des nouvelles responsabilités qui s'en viennent, des changements physiques, comme on a dit. Ça peut nous amener de la fierté, de l'épanouissement, ça peut être culpabilisant, ça peut être frustrant. Toutes les émotions sont acceptées, c'est important de se respecter là-dedans. C'est important, par exemple, d'apprendre à gérer le stress pour limiter les effets négatifs puis prévenir le développement de troubles anxieux. C'est important de reconnaître vos émotions puis laissez-vous les vivre. D'avoir des saines habitudes de vie, ça va aider. De faire des activités qui font du bien. Lire, faire du yoga, de la méditation, cuisiner, peinturer, peu importe qu'est-ce qui vous fait du bien, faites-le. En toute sécurité, bien évidemment. Des fois, d'assister à des cours prénataux, ça peut aider aussi à diminuer le stress. Par exemple, c'est important de consulter un professionnel de la santé si vous avez des symptômes de dépression depuis plus de 2 semaines, malgré les stratégies qui ont été mises en place. Donc, en gros, on vous conseille de relaxer au maximum parce que le stress, ce n'est pas bon pour la santé. Ça peut aider aussi de faire des respirations abdominales, des respirations un petit peu comme au yoga pour se calmer. Puis ça va aider de pratiquer ces respirations abdominales-là parce que vous allez probablement les utiliser lors de votre accouchement. Donc, vous pouvez les pratiquer en vous assoyant les yeux fermés, se placer droite, dégager les épaules et le diaphragme, les mains sur les cuisses, les pieds bien appuyés au sol, d'inspirer profondément par le nez, expirer par la bouche, puis ça va faire une respiration qui est naturellement abdominale. Ça l'aide à diminuer le stress parce que ça va sécréter des endomorphines. Ça va contrôler l'inconfort si vous pratiquez ça pendant l'accouchement. Ça va amener de l'oxygène à la mère et au bébé. Puis ça va diminuer le risque d'intervention obstétricale. Maintenant, la vaccination pendant la grossesse. C'est sûr que la vaccination, c'est la meilleure façon de se protéger. C'est d'avoir un calendrier vaccinal qui est à jour. Pour ce qui est de la coqueluche, en fait, c'est un vaccin qu'on offre aux mamans qui sont enceintes depuis mai 2018. La période type du vaccin se situe entre la 26e et la 32e semaine de grossesse. En fait, le vaccin de la coqueluche, là, la première dose de vaccin contre la coqueluche est administrée au bébé à l'âge de 2 mois. Il y a plusieurs doses qui sont nécessaires pour une protection durable. Ça veut dire que les nourrissons, ils ne sont pas protégés pendant les premiers mois de la vie. En donnant le vaccin à la maman, ça permet à la maman de transmettre les anticorps au travers du placenta à son bébé, ce qui augmente la protection du bébé pendant les 2 premiers mois de sa vie. Parce que la coqueluche, ça peut être très dangereux pour les bébés naissants. Pour ce qui est de la vaccination contre la COVID-19, on vous partage des informations qu'on a prises sur le site du gouvernement du Canada. Les femmes enceintes présentent un risque accru de complications graves au niveau de l'infection de la COVID-19. Les études démontrent que les vaccins à ARN messager, ceux qui sont disponibles au Canada, sont sûrs pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Ça va diminuer le risque de complications pour la mère et le fœtus si elle contracte le virus. Ça diminue aussi les risques d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs pour la mère. Ça va diminuer le risque d'accouchement prématuré dû à la fièvre, par exemple. Pour ce qui est de la vaccination contre l'influenza, si jamais vous êtes enceinte dans la saison de l'influenza, ça va diminuer le risque de morbidité associé à la grippe. Ça va diminuer le risque de naissance prématurée, de morti-naissance, de faible poids à la naissance. Ça protège aussi les nouveau-nés de la mère vaccinée contre la grippe et ça diminue le risque d'hospitalisation dans les premiers mois de la vie. Parce que, comme j'ai dit précédemment, ce qu'on reçoit dans notre vaccin, on le transmet à notre bébé à travers le placenta. Nourrir son bébé. En fait, au Canada, comme partout dans le monde, les organismes de santé recommandent fortement que le bébé soit uniquement nourri de lait maternel pendant les 6 premiers mois de leur vie. Ils n'ont pas besoin de rien d'autre que ce soit sous forme liquide ou solide pendant les 6 premiers mois de leur vie. Vers l'âge de 6 mois, le développement du bébé est suffisant pour lui permettre de consommer d'autres aliments en plus du lait maternel. Quand l'enfant mange, on conseille de poursuivre l'allaitement jusqu'à ce qu'il ait 2 ans ou plus. Le lait maternel, il va se transformer selon les besoins du bébé. Donc, il n'y a aucune nécessité d'introduire les aliments solides avant l'âge de 6 mois. Il y a énormément de bienfaits de l'allaitement maternel pour le bébé.
En fait, il y a des preuves scientifiques issues de recherches quantitatives sérieuses qui ont démontré que l'allaitement diminue les risques suivants. Donc, les risques de diarrhée, d'otite moyenne aiguë, d'infections respiratoires des voies inférieures et supérieures, de syndrome de mort subite du nourrisson, d'entérocolite nécrosante, d'hospitalisation, de malocclusion dentaire, d'embonpoint et d'obésité, de diabète de type 2 à l'âge adulte, de diabète de type 1 et de leucémie infantile. Ça va aussi favoriser le bon développement de sa mâchoire. Ça va favoriser le développement du cerveau et ça renforce d'autant plus le lien d'attachement. On parlait plutôt du pot à pot. Ben, faire de l'allaitement, c'est comme ça, mais encore plus intense. Il y a encore plus de partage d'anticorps. Ben, c'est sûr d'anticorps, mais il y aura plus de sécrétion d'hormones aussi qui vont augmenter le lien d'attachement. Il y a aussi des bienfaits de l'allaitement maternel pour la mère. En fait, c'est sûr que le lait maternel, c'est pratique. C'est toujours prêt, c'est économique, c'est écologique. Ça ne nécessite aucun déchet, aucun transport. En fait, les effets sur la mère, il y a encore des preuves scientifiques de ces mêmes recherches-là qui démontrent que l'allaitement diminue le risque de cancer du sein, de cancer des ovaires, de diabète de type 2. Ça peut aussi être un petit peu une contraception parce que les méthodes de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Ça favorise le lien d'attachement, ça l'aide à la perte de poids pris lors de la grossesse et ça retarde le retour des menstruations. Le saviez-vous? Vos glandes mammaires commencent déjà à produire le premier aliment dont bébé va se nourrir après la naissance. Chez certaines femmes, le colostrum peut parfois s'écouler pendant la grossesse. Un petit vrai ou faux? La future mère dont le colostrum s'écoule durant la grossesse a plus de chances d'avoir une production de lait adéquate. En fait, ça, c'est faux. Ça veut rien dire, même que vous ayez des écoulements ou pas, ça c'est pas un indicateur de votre production de lait dans le futur. Maintenant, on va parler des malaises courants, de grossesse. Donc, on commence avec les fameuses nausées et vomissements. Ça, c'est causé par les changements hormonaux. Les statistiques démontrent que 70 à 85 des femmes ont des nausées et 50 des femmes ont des vomissements. Ça débute généralement en 3 et 8 semaines de grossesse. C'est plus important autour de la 8e semaine et c'est rare après 20 semaines. Il y a du diclexin qui peut être une médication qui est disponible sous ordonnance collective ou à la pharmacie si aucun des moyens proposés fonctionne. Donc, ce qu'on me propose comme moyen avant d'aller vers la médication, c'est du repos. De manger des aliments dont vous avez envie selon votre tolérance. D'éviter les odeurs fortes, les textures qui vous incommodent. D'éviter d'attendre d'avoir trop faim. De manger souvent en petite quantité. De manger des aliments froids ou sous forme liquide. De boire entre les repas plutôt que pendant. Ça va aider à diminuer la nausée. De manger légèrement en vous levant le matin. Puis de sortir du lit lentement. C'est important de consulter si vous avez des signes de déshydratation associés au vomissement. Pour ce qui est de la constipation et des hémorroïdes, en fait, pour éviter la constipation, on va vous conseiller de manger des aliments riches en fibres. Par exemple, des légumes et des fruits. Frais, séchés, congelés ou en conserve, c'est pas grave. Des légumineuses, des noix, des grains, des aliments à grains entiers. C'est important aussi d'augmenter votre apport en eau. Pensez à avoir une bouteille d'eau avec vous. Pour ce qui est des hémorroïdes, c'est sûr que l'utérus, plus qu'il est gros, plus qu'il grossit, plus qu'il exerce une pression sur les veines qui les font gonfler, surtout au deuxième et au troisième trimestre. Puis ça, en fait, la constipation peut aggraver les symptômes d'hémorroïdes. Donc, ça va être important de prendre des bains de siège, d'éviter de rester debout ou assis pendant des longues périodes de temps, ou d'appliquer des compresses d'amamélis, glycérine ou une pommade de zinc. Pour ce qui est des étourdissements et des pertes de conscience, en fait, ça, c'est causé par les niveaux élevés d'hormones. Il va y avoir des changements dans le système circulatoire aussi, puis ça peut aussi être causé par des hypoglycémies. Ce qu'on conseille de faire, c'est d'éviter les changements subis de position, de se déplacer lentement, s'asseoir au besoin, de maintenir une température ambiante fraîche, de prendre 5 à 6 petits repas par jour pour éviter d'avoir des baisses de sucre, puis de porter des bas supports.
Au niveau de l'enflure des jambes, on conseille de boire beaucoup d'eau, se reposer avec les jambes surélevées si possible en haut du niveau du cœur, de faire de l'exercice et de porter des bas supports. Pour ce qui est des sécrétions vaginales, sont normalement claires ou légèrement opaques, puis plus abondantes des liquides vers la fin de la grossesse. Vers la fin de la grossesse, c'est normal de mouiller vos sous-vêtements, mais c'est pas normal si ça déborde. Ça peut aussi imbiber un protège-dessous. Environ 10 des femmes enceintes souffrent d'une infection vaginale à levure. Donc, c'est important, si jamais ça vous arrive, de consulter. De jamais acheter un produit antifongique en vente libre sans en avoir tout d'abord discuté avec le médecin. Les astuces, en fait, au niveau des sécrétions vaginales, c'est de maintenir une bonne hygiène, de ne pas faire de douche vaginale et de porter un protège-dessous au besoin. Ça va être important d'aller consulter si vous avez des symptômes, d'infection fongique. Donc, si vous avez une sensation de brûlure lors de la mixtion des relations sexuelles, si vous avez des démangeaisons, des changements de couleur ou d'odeur, ou si vous avez un doute de vaginite ou de vaginose. Au niveau des problèmes digestifs, en fait, les effets de la progestérone, lors de la grossesse, c'est que ça va ralentir la motilité gastro-intestinale et la digestion, ce qui va occasionner du reflux. En plus, la pression de l'utérus, elle descend vers le bas, ce qui augmente le risque d'hémorroïdes, mais ça monte aussi vers le haut. De plus en plus, ça va aller à côté sur l'estomac. Donc, c'est important, de manger plus souvent, mais des petites quantités pour éviter les reflux gastriques, d'éviter de boire ou de manger avant de vous coucher, d'éviter de boire entre les repas plutôt qu'au moment des repas, de manger en position assise, de dormir la tête surélevée, de porter des vêtements qui sont plus amples, de diminuer les aliments gras. Puis selon votre tolérance, de diminuer votre consommation d'agrumes, de tomates et d'épices. Diminuer la consommation de caféine, ça peut aider. Puis, si vous consommez encore alcool, tabac et drogue, ça n'aide pas et c'est non recommandé. On recommande, là, si jamais vous avez des brûlures d'estomac qui persistent, en fait, c'est possible de prendre un antiacide comme du Malox, Tums, Gaviscon, environ 1 heure avant le repas. L'effet il dure 2 heures, donc c'est possible d'en reprendre une dose 3 heures après le repas. Si ce n'est pas efficace, vous pouvez consulter votre médecin. Au niveau des maux de tête, ça, c'est souvent, de source hormonale, due à des tensions, des fatigues, un arrêt brusque de la caféine ou même si on a trop faim ou un faible taux de sucre dans le sang. Jusqu'à la 26e semaine, c'est causé par vraiment une stimulation hormonale qui va provoquer plus de tension émotionnelle, de fatigue oculaire, d'engorgement et de congestion vasculaire des sinus. Selon les statistiques, les migraines s'améliorent de 55 à 90. 25 ne voient aucun changement. Il peut y avoir une détérioration occasionnelle lors du troisième trimestre. En fait, là, on vous conseille de vous reposer, de relaxer, de maintenir une bonne hygiène de vie, sommeil, exercice, boire beaucoup d'eau, de prendre des Tylenol au besoin, éviter l'ibuprofène, l'Advil, l'aspirine. Être à l'écoute de ces signaux de faim, ça peut aider, puis d'éviter des périodes de jeûne prolongées aussi. Au niveau des changements physiques, en fait, il y a des risques d'hyperpigmentation de la peau. C'est normal qu'une mince ligne plus foncée du nombril au pubis se forme. C'est normal que vos aréoles, votre périnée, vos aisselles, votre anus, votre cou, puis autour de votre nombril, ce soit plus foncé. Ce qui peut aggraver l'hyperpigmentation puis le masque de grossesse, c'est le soleil. Donc, c'est important de mettre de la lotion solaire. Au niveau de l'acné, en fait, là, c'est quelque chose qui va s'atténuer, là, après l'accouchement et la première année postpartum aussi. Au niveau du prurite, on conseille de garder des ongles courts si vous avez des démangeaisons, de prendre des bains tièdes avec du bicarbonate de soude, d'utiliser du savon doux sans parfum. Pour ce qui est des vergetures, ils vont souvent apparaître vers la seconde moitié de la grossesse, au niveau du ventre, des seins, des cuisses, des aisselles, du bas du dos, des fesses, des bras. On conseille d'appliquer de la crème hydratante quotidiennement, puis de faire des mouvements de massage en appliquant la crème. Ce qu'il faut se rappeler, par exemple, c'est qu'il y a une composante héréditaire aux vergetures. C'est souvent impossible de les prévenir, mais c'est possible de les diminuer en augmentant l'élasticité de la peau. Au niveau des crampes aux jambes, en fait, la compression des nerfs au membre inférieur est due au volume croissant de l'utérus. Il y a 50 des femmes enceintes
qui en ont durant la deuxième moitié de la grossesse des crampes aux jambes. Ça dure généralement de 30 à 60 secondes, puis ça survient généralement pendant la nuit. On vous conseille d'étirer vos jambes, de mettre votre pied en dorsiflexion, de mettre de la chaleur, se lever du lit, marcher pour atténuer la douleur reliée à la crampe. Pour ce qui est des varices, c'est relié aux hormones. Ça a une composante héréditaire aussi, puis c'est aussi causé par l'augmentation du volume de sang. En fait, les varices, c'est des veines qui se dilatent puis qui peuvent causer des douleurs continues, des sensations de lourdeur ou de pulsation au niveau des jambes. Ça se retrouve surtout au niveau des jambes, mais on peut aussi en retrouver au niveau de la vulve, du vagin puis de l'anus. L'anus, en fait, c'est ce qu'on appelle les hémorroïdes. Ce qu'on conseille de faire, c'est d'élever les jambes, de faire de l'activité physique, d'éviter d'être, des longues périodes de temps debout, d'éviter la constipation puis de porter des bas supports. Maintenant, on va parler des signaux d'alarme. Donc, quand aller consulter? Les signaux d'alarme, en fait, au niveau des saignements vaginaux, ça peut être normal d'avoir un léger saignement suite à une relation sexuelle ou un examen gynécologique. Sinon, ce n'est pas normal du tout. Si vous avez des saignements au premier trimestre, il faut communiquer avec Info Santé au 811. Malheureusement, il y a 20 des grossesses qui se terminent par une fausse couche. 80 de ces fausses couches-là arrivent avant 12 semaines de grossesse. Donc, ce n'est pas normal d'avoir des saignements après le premier trimestre non plus. Il faut demander une évaluation. Certains saignements peuvent être normaux puisque le col de l'utérus est très friable. Mais si les saignements vaginaux imbibent 2 serviettes régulières en 1 heure ou une maxi-serviette par heure durant 2 ou 3 heures, c'est une urgence. Vous devez aller consulter immédiatement. Au niveau de la perte de liquide amniotique, en fait, la perte de liquide amniotique, ça va être un liquide clair qui a pas d'odeur particulière. Ça peut des fois ressembler à des pertes vaginales claires. C'est pas tout le temps comme dans les films, là, une grosse flaque d'eau qui tombe des bobettes. Donc, l'astuce, c'est de mettre une serviette sanitaire puis de la vérifier 30 minutes plus tard. Si c'est la perte de liquide amniotique, en fait, la serviette va être imbibée et lourde. Si vous avez un soupçon de perte de liquide amniotique, il faut aller consulter, appeler la salle d'accouchement, puis de vérifier là, vraiment est-ce que c'est le temps de se rendre à l'hôpital ou pas. Au niveau des symptômes de prééclampsie, c'est important de surveiller le gain de poids excessif en quelques jours, si jamais ça arrive. Si vous avez des maux de tête constants ou intenses, malgré la prise d'acétaminophène, des troubles de la vision, vous voyez des points noirs, vous avez une vision trouble, des douleurs épigastriques, comme une douleur en bord dans le haut du ventre, puis des symptômes d'hypertension, mais ça, en fait, c'est tous des symptômes de prééclampsie. Puis ça, c'est très dangereux, beaucoup plus pour vous. Donc, c'est important d'aller consulter immédiatement si vous avez des symptômes semblables à ça. Pour ce qui est des contractions utérines, en fait, ça se pourrait que vous ayez des Braxton Hicks. C'est normal d'en ressentir tout au long de la grossesse. Ça, c'est des contractions qui ne sont pas reliées au travail. Si vous avez des signes de travail prématuré, en fait, ça va être des contractions utérines régulières et fréquentes, plus que 7 dans une journée. C'est surtout s'ils sont accompagnés de pertes vaginales, de douleurs abdominales de type menstruel, de sensations de pression au niveau des aines, du vagin et de la vessie. Si jamais c'est le cas, c'est important d'aller consulter rapidement. Au niveau du ralentissement ou de l'absence des mouvements fœtaux. En fait, là, les mouvements fœtaux, après 30 semaines, on s'attend à un minimum de 10 mouvements par jour en période d'activité. Puis après 26 semaines, si vous sentez plus votre bébé bouger ou moins qu'à l'habitude, c'est important de se reposer et d'aller observer les mouvements. Vous pouvez prendre une collation sucrée ou froide, de la glace, de l'eau froide, parce que ça peut activer le bébé, puis vous coucher sur le côté gauche. S'il y a moins de 6 mouvements en 2 heures, à ce moment-là, c'est super important de vous rendre à l'hôpital. Pour ce qui est, de la fièvre, c'est important de surveiller si vous avez d'autres symptômes associés. Si jamais vous avez des symptômes urinaires, des signes d'infection urinaire ou des suspicions de vaginite, il faut aller consulter. Puis si vous avez des nausées, des vomissements tellement importants que vous vous sentez déshydraté, ben, à ce moment-là, il faut aussi aller consulter. Pour ce qui est des, ressources, des services du au CIS des Laurentides, en fait, on a Info Santé, Info Social. Si jamais vous avez des questions par rapport à votre santé ou des inquiétudes psychosociales, n'hésitez pas à contacter le 811. On a aussi nos centres de prélèvement pour vos prélèvements lors de la grossesse. On offre des services pré et postnataux.
Donc, on a les rencontres prénatales, on a des vidéos des cours prénataux sur Santé Laurentide, comme celui-ci que vous êtes en train de regarder. On offre aussi des haltes nourrissons, en collaboration avec Nourrissources, des haltes allaitement, il y a plus d'informations aussi sur la page Facebook. On offre la vaccination 0-5 ans, puis on a d'autres professionnels de la santé comme des auxiliaires familiales, des travailleurs sociaux, du soutien pour arrêter le tabac ou d'autres dépendances. On a des programmes pour les familles dans le besoin que je vais vous détailler un petit peu plus en détail. On a en premier le programme HOLO, qui est un suivi auprès des mamans et des familles qui est fait par un intervenant en HOLO. La plupart du temps, c'est une nutritionniste, une infirmière ou des travailleuses sociales. Ça débute par une évaluation nutritionnelle pour identifier les femmes avec des risques particuliers qui vont au-delà de l'insécurité alimentaire. Les rencontres, en fait, vont concerner, l'enseignement sur le lien entre l'alimentation de la mère et la santé du bébé, l'éducation aux saines habitudes alimentaires, la remise d'aliments HOLO plus des multivitamines prénatales, des remises de coupons HOLO qui sont offerts durant une période qui peut aller jusqu'à 28 semaines chez les femmes qui accouchent à terme. Ça va aussi inclure l'accompagnement qui peut se poursuivre après l'accouchement dans le but de continuer l'apprentissage des saines habitudes alimentaires. C'est des rencontres qui sont 2 à 4 semaines. Les coupons au lot, en fait, sont échangeables dans la plupart des marchés d'alimentation, comme les épiceries, les dépanneurs, les pharmacies du Québec, là où les produits se retrouvent. Comment savoir si vous êtes admissible au HOLO? En fait, pour être admissible au HOLO, vous devez être enceinte et vivre dans une situation de faible revenu. Par exemple, en raison des fortes demandes que certaines peuvent recevoir sur certains territoires, les établissements peuvent ajouter certains critères de sélection supplémentaires. C'est important de vous informer auprès de votre CLSC. Une fois admise, le suivi et la distribution des aliments, d'œufs, lait, légumes surgelés et vitamines prénatales peuvent débuter dès la 12e semaine de grossesse et peuvent se poursuivre sur une période allant jusqu'à 28 semaines. Les rencontres, là, comme on a dit, peuvent se poursuivre là, selon les désirs de la maman. On a aussi le programme CIP qui offre plusieurs services aux parents. C'est un soutien qui est adapté puis qui va vraiment fournir un suivi personnalisé selon le besoin des parents pour ce qui est de l'école, le logement ou une aide sociale. On vient aussi vous offrir des idées stimulantes pour des activités parents-enfants qui visent à stimuler l'enfant. On vous offre des informations pertinentes sur la santé, les relations de couple, le développement de l'enfant et la vie des parents. Il peut aussi avoir des rencontres de groupe enrichissantes avec d'autres parents si vous voulez. Le programme CIP, en fait, s'adresse aux futurs et aux nouveaux parents qui vivent des difficultés financières puis qui présentent une des deux caractéristiques suivantes. C'est soit qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires ou professionnelles ou qui se sentent seuls ou isolés. Si jamais vous pensez que vous pourriez être admissible au programme HOLO ou au programme CIP, on vous invite à contacter votre CLSC pour offrir une demande. Sinon, il y a aussi la possibilité de contacter Info Sociale au 811 pour soumettre votre demande. On a des dépliants par rapport aux ressources en allaitement et en périnatalité que vous pourriez retrouver sur le site de Santé Laurentide dans l'onglet Ressources, allaitement et périnatalité. Puis, ces, dépliants-là contiennent aussi toutes sortes de ressources régionales. On a aussi une nouvelle politique d'alimentation infantile qui vient, encourager l'allaitement. Si jamais ça vous intéresse, elle est disponible sur santélaurentide.gouv.qc.ca. Donc, pour aller trouver tout ce qu'on vient de mentionner, en fait, vous pouvez aller sur le site internet de www.santélaurentide.gouv.qc.ca. Il va y avoir un onglet qui s'appelle Soins et services. Puis, vous pourriez sélectionner l'onglet Grossesse et accouchement. Il va y avoir des informations prénatales, puis vous pouvez aussi choisir les capsules de votre choix. Sinon, vous pouvez aussi assister en présentiel aux cours prénataux s'ils sont offerts dans votre CLSC. On a beaucoup de ressources communautaires dans les Laurentides. Entre autres, on a Nourrissources, Ligue de la Leche, qui va vraiment offrir un soutien en allaitement. On a La Merveille à Rivière-Rouge et Mont-Laurier. On a le Centre Marie-Ève à Saint-Jérôme, qui offre un soutien et aide aux femmes enceintes ainsi qu'aux mamans d'enfants de 0 à 24 mois. Ils vont être là pour vous accompagner, de vous offrir de l'aide matérielle, des ateliers, de l'écoute, du soutien psychologique. Il y a aussi la Maison Pause Parents à Saint-Jérôme.
C'est un organisme communautaire dont les actions préventives et éducatives contribuent au mieux-être des familles. Elle agit dans l'acceptation du caractère unique de celle-ci et ce, en mobilisant les forces de chacun de ses membres. Il peut y avoir des déjeuners-rencontres, cuisine collective, activités pédagogiques, des interventions familiales, des haltes-garderies. Il y a le coffret aussi à Saint-Jérôme qui œuvre depuis 1991 à l'encadrement des nouveaux arrivants, tant pour les immigrants que pour les réfugiés. On a le Carrefour Périnaissance et familial à Saint-Eustache. On a les maisons de la famille à La Chute et Mirabel qui sont très populaires. La maison de la famille au Pays d'en haut à Sainte-Adèle, la maison de la famille du Nord à Tremblant. Puis dans toutes les villes, vous pourrez retrouver des ressources alimentaires, matérielles ou de soutien, là. Donc, vous informer au besoin. Le guide, en fait, Mieux vivre avec votre enfant, c'est quelque chose qui est Mieux vivre avec votre enfant de la grossesse à 2 ans. C'est un guide, une brique vraiment qui va détailler toutes sortes de conseils, puis qui va répondre à la majorité de vos questions, en fait, qui est renouvelé à chaque année. Le guide est disponible pour un téléchargement en format PDF. Si vous préférez avoir la version papier, ça va être, au bureau de votre médecin que vous allez pouvoir l'obtenir. Donc, voici les références que nous avons utilisées pour cette présentation. Ça complète pas mal la présentation sur la grossesse en santé. Sur ce, je vous souhaite une très belle grossesse, santé et bonheur avec votre nouveau petit bébé dans la famille. Bonne journée.